Bonsoir, dans ce nouveau direct, nous parlerons ce soir du collège lycée musulman qui a ouvert ses portes à Montigny-le-Bretonneux voici 2 ans et qui pour cette seconde année d'existence voit le nombre d'inscriptions exploser. L'automobile du futur également est d'actualité alors que le salon de l'automobile ouvrira au tout début du mois prochain. Et puis en seconde partie d'émission, Ace Productions nous fera découvrir le nouveau clip d'un artiste yvelinois, LNL. A tout de suite. Et nous débutons ce direct, cette heure de direct, par les titres du journal avec Soazic Boisard. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. À la une de l'actualité de ce jeudi, la mobilisation contre la réforme des retraites, forcément. Oui, et les syndicalistes ont gagné leur pari en faisant se déplacer dans les rues des centaines de milliers de manifestants. Le gouvernement estime pour sa part que le nombre de grévistes est en baisse par rapport au 7 septembre dernier. Comme toujours, c'est la bataille des chiffres. En attendant, les écoles étaient aussi touchées par la grève et un service minimum d'accueil était mis en place dans certaines communes. Transformer une situation de crise en opportunité, c'est le pari lancé en 2009 par la société AK Technologies. Et un pari réussi si l'on en croit l'inauguration hier soir de son centre de recherche et de développement ici à Guyancourt en présence du secrétaire d'État au transport, Dominique Bussereau. AK Technologies travaille notamment sur le véhicule urbain du futur, un projet lancé par le Conseil général des Yvelines. Nous parlerons également de foot avec l'anniversaire, les 40 ans du Paris Saint-Germain. Les fans saint-quentinois du Paris Saint-Germain le savent, le PSG a été créé il y a 40 ans à Saint-Germain-en-Laye. Depuis, le lien avec la ville royale ne s'est jamais interrompu, même s'il a parfois été tendu. En tout cas, les joueurs étaient hier après-midi en centre-ville pour rencontrer les supporters. Et puis enfin, un gros plan sur une petite maison d'édition créée il y a 10 ans à Montigny-le-Bretonneux, les éditions Zinedit. Zinedit comme les manuscrits inédits ou manuscrits qui n'ont pas été publiés. La petite maison d'édition a eu l'idée de mettre au service des auteurs son savoir-faire tout en les laissant être leur propre éditeur. En somme, ils financent eux-mêmes l'édition et la commercialisation de leurs livres. Un site internet les guide dans la publication de leurs textes. Allez, pour démarrer, retour sur cette journée de grève. Pour la deuxième fois en un peu plus de 2 semaines, la France faisait face à une journée nationale de grève contre le projet de réforme des retraites. Une réforme adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale et qui doit être examinée au Sénat le 5 octobre, il faut le rappeler. Outre les transports, les perturbations ont affecté les écoles. Dans le primaire, sur le plan national, un enseignant sur 3 a fait grève, un quart dans le second degré. Dans certaines communes comme à Montigny et à Élancourt, un service minimum d'accueil a été mis en place. Donc ce matin, ils ont fait un grand jeu, un full renard vipère. Ambiance détendue et ludique au centre de loisirs des 4 Arbres. À Élancourt, la municipalité n'a pas attendu la loi du 20 août 2008 pour organiser l'accueil des jeunes, les jours de grève. Cela fait 11 ans qu'un dispositif est mis en place. C'est pratique pour les parents. En même temps, si on considère le principe de la grève, c'est vrai que ça le met à mal. Et en tant que parent, c'est très pratique. Parce que moi, j'ai travaillé aujourd'hui, j'ai pu déposer mon enfant. Pour cette journée de grève, 3 centres de loisirs ont ouvert. Sur la commune, 226 enfants accueillis, c'est 60 de plus que le 7 septembre. C'est complexe à mettre en place et en même temps, il faut être clair, c'est quand même une charge pour les collectivités locales puisque même si la loi a prévu par groupe de 15 une somme qui nous est versée par l'État, il n'en demeure pas moins qu'il y a des frais incompressibles, ne serait-ce que l'entretien des bâtiments, le personnel à payer, etc. Chaque commune perçoit une indemnité par l'État, environ 100 € par groupe de 15 enfants, pas suffisant pour couvrir tous les frais. Dans ce centre de loisirs, ils étaient 13 volontaires, vacataires, animateurs ou étudiants, tous payés un peu plus de 9 € de l'heure. Être étudiant, vu toute l'année, j'ai pas le temps de travailler, donc c'était un bon moyen de gagner de l'argent en plus, quoi. Voilà, c'était juste pour ça. C'est une journée complète de 10 heures, donc c'est comme ça fait un mercredi en plus, l'équivalent d'un mercredi en plus dans une semaine, donc c'est pas négligeable. À Montigny, 3 écoles maternelles ont été touchées par la grève. Saint-Exupéry, Jules Verne et André Chigné, plus également que lors du dernier mouvement. Le centre de loisirs maternel les a accueillis aux heures normaux d'ouverture des écoles, de 7h30 à 19h. D'ordinaire, le jeudi, les équipes du centre sont en réunion de gestion de commandes. Là, ils sont sur le terrain et d'habitude, ils reçoivent 120 enfants. Aujourd'hui, ils sont 49, encadrés par 7 vacataires.
Ce matin, donc, il y a eu un accueil à peu près jusqu'à 9h30, 10h. Ensuite, on leur a proposé des activités. Il y a eu des jeux musicaux. Il y a un groupe qui est parti faire une promenade en forêt. Et d'autres ont fait des petits pots, des pots de fleurs qu'ils ont décorés pour les familles. On est resté quand même sur les activités d'accueil de loisirs qui sont proposées. Ce sont pour une grande majorité des animateurs habituels de l'accueil de loisirs, donc qui connaissent un petit peu ce qui est à proposer aux enfants selon la tranche d'âge. D'autres villes sont plus embarrassées par le service minimum. À Plaisir, 5 écoles étaient fermées et 11 partiellement en grève. Dans les écoles fermées, la ville n'a pas pu mettre en place de service minimum d'accueil et dans les écoles partiellement fermées, un service minimum a lui été mis en place. Autre exemple, à Guyancourt, 3 écoles ont été fermées, Fromont, Brassens et Dagobert, aucun service minimum n'a été assuré. Et nous sommes avec notre premier invité, Jean-Luc Barafle. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du Centre de recherche et de développement des technologies alternatives de la société AK Technologies, un centre qui a été inauguré hier à Guyancourt, à 2 pas de ce studio d'ailleurs. Avant de parler de vos activités, je vous propose de regarder la question du jour, notre rubrique directement liée forcément à la mobilisation contre les retraites et à la grève. Avez-vous été gêné aujourd'hui par la grève? C'est notre question du jour. Non, pas du tout, parce que je prends un bus qui ne fait pas de grève, donc c'est 78, voilà. Oui, ce matin, à la gare Montparnasse, j'ai dû attendre à peu près 1 heure pour me rendre à Versailles-Sentier, puis reprendre notre train que j'ai attendu pendant 15 minutes pour arriver ici à Saint-Quentin. Non, je viens en voiture et la circulation était comme d'habitude. Oui, absolument, oui. J'ai été bloqué, et donc j'ai dû partir 1 demi-heure de retard. Pas du tout, non. Mais c'est normal puisque habituellement je viens déjà en voiture. Donc là, je suis venue en voiture et en plus, il y avait moins de monde. Non, mais j'ai anticipé, j'ai pris le vélo à la place du bus. Bah écoutez, j'ai été un peu retardé. En général, je prends un train à 7h25. Aujourd'hui, ça a été 8h moins 5. Donc j'ai été retardé d'une demi-heure simplement. Non, je n'ai pas été bloqué parce que sur Internet, ils marquent les trains qui passent et ceux qui ne passent pas. Donc j'ai pu regarder hier soir les trains qui passaient. Donc ça a été. AK Technologies, groupe européen d'ingénierie et de conseil en technologie, accompagne les sociétés sur la recherche, l'étude et l'industrialisation. En 2009, pour faire face à la crise, la société décide en quelques mots d'occuper ses ingénieurs. Alors, sans mission, autour des avancées dans le monde des transports, naissance du programme véhicule électrique et du centre de recherche inauguré finalement hier du côté de Guyancourt. Jean-Luc Barafle, vous en êtes donc le directeur. En quoi consiste pour le grand public ce centre de recherche ? Alors, ce centre de recherche, c'est avant tout un accélérateur d'innovation, puisqu'on développons des innovations pour répondre aux problématiques de demain, aux enjeux de demain, donc enjeux liés à l'environnement, à l'énergie durable, ou aux problématiques de décongestionnement des villes. Et l'autre point important qu'il faut mettre en avant sur ce centre de recherche, c'est le côté social, puisque comme vous venez de le dire, il permet d'occuper nos ingénieurs, mais surtout de les faire progresser dans le but de devenir meilleurs, tout simplement. Parce que donc ces collaborateurs travaillent sur des missions, ils sont mandatés auprès de sociétés, mais lorsqu'il y a eu la crise, forcément le nombre de missions s'est un petit peu réduit, donc il a fallu trouver d'autres projets. Hier, lors de l'inauguration, il y a eu 2 véhicules virtuels qui ont été présentés, donc fruit des recherches menées dans ce centre, la Stuttgart et Carlib. Le point commun, c'était de repartir de zéro un peu dans la recherche sur l'automobile. Complètement. On est reparti à zéro, d'une page blanche. On a fait fi des véhicules thermiques. On s'est mis aucune contrainte. Et nos ingénieurs ont donc eu carte blanche pour développer ces véhicules, ce qui fait qu'à ce jour, ces véhicules sont constitués d'innovations très très intéressantes qui intéressent de gros clients à ce jour. Alors, la Stuttgart se veut notamment, même Carlib, sûr, propre, économique. Concrètement, quelles sont les avancées qui ont aussi été brevetées? D'ailleurs, il y a eu plusieurs brevets qui ont été déposés suite à ces recherches. Alors, ces véhicules ont plusieurs innovations. On a travaillé évidemment sur l'autonomie des véhicules et comme vous venez de le dire, le moteur bras, le rendement des véhicules, le poids des véhicules, la gestion d'énergie a permis d'améliorer l'autonomie et d'atteindre pour la Stuttgart des autonomies intéressantes de 300 km. C'est le challenge qu'on s'était donné en développant, un des challenges s'était donné en développant ce véhicule. Et Carlib, l'autre challenge, c'était de faire un service qui fonctionne un peu comme Vélib, comme pour le vélo. Exactement. La Carlib,
on est plus dans le concept Vélib, la voiture donc disponible à des stations, une autonomie de 100 km. Mais là, le concept est différent, c'est-à-dire que lorsque les batteries sont déchargées, on échange sa voiture dans une station. À quoi vont servir ces deux véhicules, ces deux prototypes pour l'instant qui restent à l'état virtuel? Pour l'instant, ils restent à l'état du virtuel. Encore une fois, ACA n'est pas constructeur de véhicules, ne le sera jamais. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est à l'intérieur des véhicules. Ce qui nous intéresse, c'est montrer à nos clients notre force en termes de propositions, en termes d'innovation. Ces innovations sont en général issues des autres secteurs, puisque ACA travaille dans différents secteurs, donc l'aéronautique, le spatial et aussi le ferroviaire. Et la force d'ACA, c'est de pouvoir utiliser des innovations et transposer dans le monde automobile et réciproquement. Est-ce que ces véhicules vont rester uniquement virtuels? Est-ce qu'à un moment, il n'y aura pas une réalisation concrète? Alors non, ils ne resteront pas virtuels, et nous avons avec le Conseil général, avec le support du Conseil général des Yvelines, nous allons fabriquer un démonstrateur, donc il va nous permettre de passer du monde virtuel au monde réel. Ce démonstrateur va être présenté au Salon de Genève en 2011 et il va servir pour nous comme support pour continuer à développer nos innovations. Alors quel type d'entreprises sont intéressées? Est-ce que des grands groupes automobiles, Renault, pas très loin d'ici, et Guyancourt également, avec le Losange, ou encore PSA, sont intéressés à ces travaux? Alors, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur les noms des constructeurs, mais en effet, des grands constructeurs s'intéressent à nos innovations. Pas forcément dans l'automobile. Vous savez, lorsqu'on travaille sur le drive-by-wire, donc qui est la conduite du véhicule tout électrique, ça peut intéresser d'autres grands constructeurs, dans l'aéronautique par exemple. Ce qui est intéressant dans les projets qui ont été menés, c'est également de montrer que la législation pour ces types de véhicules n'était pas encore tout à fait adaptée. Hier, ça a été souligné par le président d'ACA. Pour l'instant, des véhicules tout électriques, entièrement électriques, ne peuvent pas rouler, ne peuvent pas aller sur la route. Pour l'instant, en effet, les véhicules tout électriques avec le drive-by-wire, en effet, ne peuvent pas rouler parce que des normes nous en empêchent. Mais comme l'a dit M. Bussereau hier, je crois que c'est une volonté aussi de faire bouger ces normes. C'est pour ça qu'on ne se met aucune barrière. On est convaincu que nos innovations verront le jour dans quelques années. Vous êtes soutenu par les pouvoirs publics, le Conseil général des Yvelines, 700 000 € dans le cadre d'un projet véhicule urbain de demain, dans le cadre du grand emprunt également. Dominique Bussereau l'a rappelé, une société comme ACA pourrait y participer et obtenir des fonds. Concrètement, encore, vous pouvez imaginer d'autres types de véhicules, ou vous allez continuer à vous concentrer sur ces deux véhicules-là en matière automobile? Alors, en matière automobile, on va continuer à les développer, encore une fois, développer les innovations qui le composent, mais nous allons lancer aussi d'autres grands sujets, et l'autre grand sujet va être le machine-to-machine en milieu urbain, ou l'intermodalité, c'est-à-dire faire communiquer les moyens de transport pour faciliter les moyens de transport. Et on sait qu'aujourd'hui, le décongestionnement des villes passera forcément par ce type de travaux, de recherche, faire communiquer les moyens de transport pour que les personnes prennent de plus en plus les moyens de transport en commun, voire aussi, pourquoi pas, la car libre, qui est un maillon de l'intermodalité. Machine to machine, concrètement, ça signifie quoi? Machine to machine, c'est faire communiquer les serveurs ensemble pour rendre performants, par exemple, les moyens de transport en commun. Et combien de personnes travaillent sur ces projets-là, donc au centre de recherche ici à Guyancourt? Alors, à Guyancourt, une centaine de personnes. Évidemment, c'est variable, puisque, comme je l'ai dit auparavant, le centre de recherche fonctionne avec des personnes qui sont entre deux projets. Le caractère social est très important, puisque ça a permis de maintenir l'emploi dans les Yvelines. On parle quand même de 400 à 500 ingénieurs en 2008. Donc, c'est très important. Donc, le CERDETA fonctionne avec des personnes en interprojet. Et aujourd'hui, on a une centaine d'ingénieurs, mais c'est fluctuant en fonction du business, tout simplement. Alors ça veut dire que si justement le business repart, il n'y aura plus de collaborateurs pour travailler au centre de recherche, ou du coup vous allez quand même maintenir un minimum d'activité ici? Ça serait une très bonne nouvelle pour moi, pour ACA, une moins bonne pour le CERDETA, mais non, malheureusement, il y aura toujours des intercontrats, et de toute manière, le CERDETA ne fonctionne pas non plus qu'avec des intercontrats ou des personnes entre deux projets, des ingénieurs entre deux projets. Il fonctionne aussi avec des ingénieurs stagiaires. Ces ingénieurs stagiaires travaillent sur les sujets de recherche avec nous. Donc l'équipe est constituée d'ingénieurs stagiaires, d'ingénieurs nouvellement embauchés
et évidemment des ingénieurs qui sont entre deux missions. C'est toute cette population qui fait que nous sommes très très riches en termes d'innovation. On peut peut-être revenir sur le choix de Guyancourt, de Saint-Quentin, des Yvelines. ACA est un groupe européen. Pourquoi venir vous installer ici, notamment pour ce centre de recherche? Alors le centre de recherche, en effet, le centre de recherche est placé sur Guyancourt pour une raison qui est simple, c'est qu'on a été surtout touché par la crise automobile. Donc la plupart des ingénieurs venaient de l'automobile, enfin la plupart des ingénieurs entre deux projets venaient de l'automobile. Mais comme je dis, le CRDTA va fonctionner aussi en collaboratif, c'est-à-dire en effet, on va dire le siège est à Guyancourt, mais des projets seront développés en Espagne, des projets seront développés à Toulouse, dans un mode qu'on appelle collaboratif. Ce qui est intéressant, et ça a été expliqué hier lors de l'inauguration, vous pouvez travailler avec des collaborateurs un peu partout en fait, sur un système de logiciel qui a été mis en place par Dassault et qui vous permet de communiquer en temps réel sur des avancées de projet d'un collaborateur à l'autre bout du monde. Exactement. Le CRDTA, c'est aussi ça, c'est l'innovation dans les méthodologies de travail, et on est convaincu que le collaboratif sera partie du mode de management dans le futur. Et là aussi, on a de l'avance, puisqu'en effet, on est avec Dassault sur ce projet. Et faire travailler les ingénieurs à distance, c'est aussi aller un peu dans le sens d'éviter de faire déplacer des hommes, donc d'éviter de dépenser de l'énergie, de créer du CO2. Donc on va vers ce type de fonctionnement. Le collaboratif, c'est aussi utiliser la richesse de tous nos ingénieurs, quel que soit le lieu. Peut-être une dernière question. ACA ne s'occupe pas exclusivement de l'automobile. D'autres applications concrètes peut-être pour ce centre de recherche, d'autres pistes de développement? Alors, comme j'ai dit, l'autre piste de développement sera le machine-to-machine. Là, on est dans l'informatique. Mais évidemment, on travaillera dans le ferroviaire, on travaillera dans l'aéronautique, on travaillera dans le nucléaire, dans tous les domaines où ACA fait ses preuves aujourd'hui. Merci d'être venu nous présenter les travaux menés dans ce centre de recherche, donc sur Saint-Quentin, à Guyancourt. Merci. Merci. Petite pause dans ce direct, puisque nous retrouvons à présent la troupe d'improvisation, les Pirates. Vous le savez, dorénavant, tous les jours de la semaine, ils nous livrent leur vision de l'actualité à travers un mytho-trottoir. Ce soir, ils se sont intéressés aux internats d'excellence. Vous allez voir qu'il est un peu compliqué de comprendre de quoi il s'agit parfois. Ah oui, c'est une très bonne initiative, hein, pour une fois qu'on fait quelque chose de bien. Voilà. Par contre, ce qui est inadmissible, c'est la sécurité, parce qu'elle n'est toujours pas traitée. Hein. Toujours pas traitée, ça c'est inadmissible. Ça c'est drôle, parce que justement, on est concernés. On est parents d'un enfant, un jeune, Michou. Michou, 16 ans. Michou, enfin, il a des petits problèmes, quoi. Oh, si, on peut appeler ça comme ça. Okay. Les petits problèmes, bon, c'est un jeune, quoi. C'est un jeune, on a fait ce qu'on a pu, mais bon, à un moment donné, on n'en pouvait plus, c'était trop. On a essayé, mais bon, il a eu des petits problèmes. Non, n'ayons pas peur des mots, hein. Il a eu des problèmes de drogue. Hein. On a beau essayer de faire des choses, hein, jour après jour, on paye des impôts, on nous promet des choses, mais ça, ce n'est pas traité. Le soir, le plus beau, c'est ça, c'est le soir, j'avais 10 000 balles dans la poche, et ben plus rien. Plus rien. Ah, ça vous fout un coup, ça. Hein. Ah bah non, mais ouais, là, on s'est dit ça peut plus durer. Ah, ça vous fout un coup. C'est pour ça, quand ils ont parlé du lycée d'excellence, ah, bah, on s'est dit c'est peut-être la chance de notre vie, mais de sa vie. Internat. Parce que c'est ça aussi un peu le concept du truc. Hein, c'est on dit des choses et rien n'est fait. Voilà. C'est un peu la dernière chance, quoi. Parce qu'on s'exprime une fois, on s'exprime deux fois, mais au final, personne n'écoute. Hein, voilà. C'est un peu... L'Institut de formation de Saint-Quentin en Yvelines vient de vivre sa deuxième rentrée. Un collège-lycée musulman basé à Montigny-le-Bretonneux. Le président de l'association à l'origine de cet établissement est avec nous. Merci de nous avoir rejoints, Slimane Boussana. Bonjour. Pour commencer, qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir cet établissement? C'était une réelle demande? Alors c'est avant tout une démarche de famille, de parents d'élèves, donc qui, comme moi, avec des amis, qui ressentions le besoin d'offrir une scolarité particulière à nos enfants. Donc avant tout, c'est vraiment une démarche de parents d'élèves, de familles qui se sont regroupés
mais qui en même temps répondait à une grande demande qui s'est exprimée alors que nous étudions le projet dans les premiers temps, en 2008, et qui continue à s'exprimer dans les demandes, dans les courriers que nous recevons, dans les demandes d'inscription, la première année, la deuxième année, mais qui continue encore aujourd'hui. Il n'y a que 7 établissements en France comme le vôtre. Tout à l'heure, vous nous avez parlé d'éducation différente, particulière, vous venez de dire, c'est-à-dire concrètement? Oui, quand on parle d'enseignement privé, sans qu'on le restreigne à l'enseignement privé musulman, on parle de l'enseignement libre ou l'enseignement privé sous contrat. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la liberté d'enseignement dans notre pays est un droit fondamental. C'est l'un des plus grands droits, des droits les plus importants. On l'a bien vu d'ailleurs dans les années 80, pour ceux qui se souviennent des grandes manifestations justement parfois pour la défense de l'enseignement privé, parfois pour la défense de l'enseignement public. Donc c'est réellement une question fondamentale. La particularité, c'est que certains parents souhaitent avoir un enseignement à côté de l'enseignement public classique, soit avoir un enseignement qui porte leurs valeurs, en particulier s'agissant de nous, les valeurs musulmanes, l'enseignement religieux, mais pas au sens enseignement académique, mais réellement les valeurs éducatives, les valeurs de l'effort, du travail. L'établissement est hors contrat, c'est-à-dire que l'éducation nationale ne regarde pas du tout ce qui se passe dans l'établissement? Alors bien au contraire, il y a tout un cheminement qui est très encadré pour l'ouverture d'établissements de ce type. Dès l'origine, nous avons travaillé avec le rectorat de Versailles, avec monsieur le recteur, avec ses services de l'enseignement privé. Et donc on ne peut pas ouvrir un établissement comme ça, il y a un dossier à déposer, des règles à respecter. Nous les avons respectées. Notre dossier qui a été déposé au mois de juin 2009 a reçu l'approbation le 13 ou le 14 juillet, selon qu'on s'y prenne avant la fête nationale ou le jour de la fête nationale. Et après l'ouverture, nous avons eu des visites de l'inspection académique qui a vérifié, et qui vérifie, puisque c'est son rôle, que l'enseignement dispensé, que l'accueil des élèves répondait aux normes attendues pour ce type d'établissement. Ouvrir un collège-lycée musulman, est-ce que c'est quelque chose qui fait peur? Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça dans l'opinion publique? Du fait déjà que ce soit seulement le 7e en France, donc c'est un petit peu l'inconnu. Donc est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti qui faisait peur peut-être, que ce soit au niveau du rectorat ou même de la population Alors, il faut se souvenir qu'avant nous, il y a eu un établissement qui a ouvert à Lyon, qui a fait beaucoup l'actualité nationale, puisque cela s'est passé relativement difficilement avec certaines autorités. Il se trouve que nous, pour notre part, s'agissant du rectorat de Versailles, nous avons réellement travaillé dans le plus grand respect mutuel. Le respect de la part du rectorat et de monsieur le recteur de la liberté de l'enseignement et je dirais de la légitimité et de l'intérêt de notre démarche, et le respect pour notre part de toutes les obligations du code de l'éducation. Cela étant, il n'en reste pas moins que ce type de projet n'est pas encore très développé, et donc nous avons aussi un travail à faire pour notre part, d'aller au-devant des gens, de faire connaître notre démarche, de faire connaître notre projet, qui a une particularité, je me permets de le souligner, notre projet est un projet avant tout ouvert. Réellement, notre démarche, dès les premiers temps de la réflexion, nous avons voulu échapper de près ou de loin à toute idée ou à tout risque de repli ou de communautarisme. L'idée, c'est pas de faire un établissement refermé sur lui-même. Absolument pas. D'ailleurs, le choix de la ville de Montigny, nous aurions pu aller sur des sites où nous aurions été
peut-être mieux accueillis, ou en tout cas en ayant plus une base de soutien plus large. Le choix même du site de la ville de Montigny-le-Bretonneux, c'était aussi dans l'idée de faire sortir les élèves qui naturellement viennent vers notre établissement, de les faire sortir des cités et de les ramener vers un pôle de centralité que représente Montigny-le-Bretonneux dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. On va donner quelques chiffres. Deuxième rentrée pour l'établissement, le nombre d'élèves a doublé, 32 à la rentrée précédente, 85 à présent sur 3 niveaux, de la 6e à la 4e. Le profil des élèves, est-ce que la religion est le premier critère? Vous sélectionnez sur dossier, vu le nombre de demandes. Est-ce que la religion prime avant tout ou non? Alors non. Nous avons eu 75 demandes pour l'entrée en 6e. Nous le comptions dans un premier temps, dans notre projet de développement initial, nous ne comptions ouvrir qu'une classe de 6e. La demande a été telle, 3 fois plus que l'offre qui était possible, que nous nous sommes résolus, avec joie, parce qu'on répondait à une attente qui se confirmait, à ouvrir 2 classes. Il n'en reste pas moins que 25 élèves qui auraient souhaité faire leur 6e dans notre établissement n'ont pas pu être accueillis. Il y a 3 principes essentiels qui sont affichés par l'établissement: recherche de l'excellence scolaire, conscience de citoyen, ouverture aux sociétés modernes, vous en parliez tout à l'heure, également transmission générale de l'islam. Il y a un enseignement obligatoire autour de l'islam, autour de la religion qui doit être suivi? Il n'y a pas d'enseignement obligatoire. L'enseignement se décompose en 2 groupes dans le collège musulman de Montigny-le-Bretonneux. D'une part, les matières obligatoires de l'éducation nationale, puisque même hors contrat d'association, nous nous sommes mis dans l'obligation de respecter le programme complet, total de l'éducation nationale. Et ces matières-là, dans leur totalité, on les connaît, les matières du collège. C'est dispensé par quel type d'enseignants? Ce sont des enseignants qui ont quel diplôme, quelle formation, comment ils sont recrutés? Alors toujours la règle, c'est le respect de la réglementation. Et donc tous nos enseignants ont le minimum qui est requis pour passer le diplôme du CAPES, d'enseignant, qui est la licence. Et puis on a des enseignants, bien sûr, qui ont des maîtrises, qui ont des doctorats. Et parmi nos 14 enseignants, 50% d'entre eux ont soit enseigné, soit continuent à enseigner au sein de l'éducation nationale. Donc réellement, la recherche des enseignants, le recrutement des enseignants, s'est fait sur leurs compétences, sur leur capacité à partager avec nous les valeurs que vous avez énoncées tout à l'heure. C'est sur ces éléments-là que nous nous sommes basés. On est un petit peu pris par le temps. Il y a 2 questions importantes, et je pense aussi pour les téléspectateurs, que j'aimerais vous poser. La première concerne le voile. Est-ce que dans l'établissement, le voile est ou non obligatoire? Quelle est votre approche de cette question, sachant que ça fait beaucoup de débat dans la société? Alors, c'est totalement laissé à la liberté des familles et des enfants. Les enfants les jeunes filles qui souhaitent porter le voile sont acceptées. Celles qui ne souhaitent pas le porter, qui ne le portent pas, le sont tout autant. Est-ce que c'est un critère pour les parents, justement, de pouvoir inscrire leurs enfants dans un établissement où on peut porter le voile? Alors, très probablement, pour certaines familles, c'est un critère. Nous, dans les entretiens que nous avons eus avec les familles en préalable aux inscriptions, beaucoup d'autres critères se sont révélés, et en particulier la réussite scolaire et l'encadrement sont des éléments fondamentaux auxquels sont très attachées les familles. Et puis une dernière question, en 2 mots, comment est financé l'établissement? Combien coûte la scolarité et d'où vient le financement de l'école? Alors très simplement, cette année, le budget de fonctionnement de l'établissement, c'est 300 000 €. La moitié, 150 000 €, ce sont les cotisations des familles. Le reste, 150 000 €, c'est le travail de l'Institut, de l'association, des amis du collège, que d'aller rechercher des bienfaiteurs, des dons, de collecter. Et donc c'est un travail que nous faisons tout au long de l'année, comme nous l'avons fait l'année dernière pour boucler le budget. Et il y a un regard qui est apporté de l'extérieur sur la provenance de l'argent, par exemple? C'est de l'argent de donateurs en France, par exemple? Alors 100% des dons que nous recevons sont des dons vraiment locaux. Ne s'intéressent à ces établissements-là que les familles qui y ont inscrit leurs enfants. Donc c'est vraiment au travers de ces familles, au travers de leurs amis, de leurs voisins, de leur famille, de leur entourage, que nous réussissons à boucler le budget. Merci d'être venu nous expliquer comment fonctionnait cet établissement. Merci de votre transparence. C'est la fin de cette première partie du direct. Dans un instant, le journal de la rédaction. Je vous retrouve dans un petit quart d'heure. Il sera question de musique avec LNL et son nouveau clip produit par Ace Productions. À tout à l'heure. Faites une bonne rentrée avec les concerts de la batterie. Au programme, le génial Ben l'Oncle Soul, la mystique et envoûtante Indy Zara, la folle ambiance marseillaise des anciens Massilia Sound System, réunis pour leur dernière date en région parisienne, ou encore la French Touch Pop Rock de Gigi's Lucky.
plateau électro-alternative, trance, hip-hop, métal, rock, reggae, new roots. Tous les concerts sont sur le www.labatteriedeguyancourt.fr. Découvrez ou redécouvrez l'Inde d'hier et d'aujourd'hui à travers son histoire, sa géographie, mais aussi son architecture. Rencontrez également un peuple avec ses coutumes, ses traditions et ses fêtes. Rendez-vous à l'exposition 1001 couleurs de l'Inde à l'Office de tourisme de Saint-Quentin en Yvelines, organisée dans le cadre de Namasté France avec le soutien de l'ambassade de l'Inde en France. Étudiants, jeunes actifs, familles, retraités, à chacun sa mutuelle santé. Des garanties sans souci, le choix de la proximité. LMP, créateur de sérénité. Bonsoir, dans l'actualité de ce jeudi 23 septembre, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Manifestation à Paris, perturbations dans les transports, mouvements également suivis dans l'éducation nationale. Certaines communes comme Montigny ou Élancourt ont mis en place le service minimum d'accueil. L'innovation au cœur du projet d'entreprise. AK Technologies vient d'inaugurer son centre de recherche à Guyancourt en présence de Dominique Bussereau, secrétaire d'État chargé des transports. L'entreprise travaille sur le véhicule urbain de demain. Le PSG a 40 ans, 40 années d'histoire commune entre le club de football et les Yvelines. Pour fêter l'événement, les joueurs sont venus à la rencontre de leurs supporters au centre de Saint-Germain-en-Laye. Et puis devenir son propre éditeur, la solution pour beaucoup d'auteurs après avoir essuyé les refus des maisons d'édition. Un site internet propose de les aider pour s'auto-éditer, une alternative qui paraît plus économique que l'édition à compte d'auteur. C'est donc plus que le 7 septembre dernier, 3 millions de manifestants en France selon les syndicats, un mouvement également très suivi dans l'éducation nationale. Depuis la loi du 20 août 2008, un service minimum d'accueil est obligatoire dans les communes. Certaines jouent le jeu, d'autres non. Ce matin, ils ont fait un grand jeu, un poule renard vipère. Ambiance détendue et ludique au centre de loisirs des 4 Arbres à Élancourt. La municipalité n'a pas attendu la loi du 20 août 2008 pour organiser l'accueil des jeunes, les jours de grève. Cela fait 11 ans qu'un dispositif est mis en place. C'est pratique pour les parents. En même temps, si on considère le principe de la grève, c'est vrai que ça le met à mal. Et en tant que parent, c'est très pratique. Parce que moi, j'ai travaillé aujourd'hui, j'ai pu déposer mon enfant. Pour cette journée de grève, 3 centres de loisirs ont ouvert. Sur la commune, 226 enfants accueillis, c'est 60 de plus que le 7 septembre. C'est complexe à mettre en place et en même temps, il faut être clair, c'est quand même une charge pour les collectivités locales puisque même si la loi a prévu par groupe de 15 une somme qui nous est versée par l'État, il n'en demeure pas moins qu'il y a des frais incompressibles, ne serait-ce que l'entretien des bâtiments, le personnel à payer, etc. Chaque commune perçoit une indemnité par l'État, environ 100 € par groupe de 15 enfants, pas suffisant pour couvrir tous les frais. Dans ce centre de loisirs, ils étaient 13 volontaires, vacataires, animateurs ou étudiants, tous payés un peu plus de 9 € de l'heure. Être étudiant, vu toute l'année j'ai pas le temps de travailler, donc c'était un bon moyen de gagner de l'argent en plus. Voilà, c'était juste pour ça. C'est une journée complète de 10 heures, donc c'est comme ça fait un mercredi en plus, l'équivalent d'un mercredi en plus dans une semaine, donc c'est pas négligeable. À Montigny, 3 écoles maternelles ont été touchées par la grève. Saint-Exupéry, Jules Verne et André Chigné, plus également que lors du dernier mouvement. Le centre de loisirs maternels les a accueillis aux heures normaux d'ouverture des écoles, de 7h30 à 19h. D'ordinaire, le jeudi, les équipes du centre sont en réunion de gestion de commandes. Là, ils sont sur le terrain et d'habitude, ils reçoivent 120 enfants. Aujourd'hui, ils sont 49, encadrés par 7 vacataires.
Ce matin, donc, il y a eu un accueil à peu près jusqu'à 9h30, 10h. Ensuite, on leur a proposé des activités. Il y a eu des jeux musicaux. Il y a un groupe qui est parti faire une promenade en forêt. Et d'autres ont fait des petits pots, ont fait des pots de fleurs qu'ils ont décorés pour les familles. On est resté quand même sur les activités d'accueil de loisirs qui sont proposées. Ce sont pour une grande majorité des animateurs habituels de l'accueil de loisirs, donc ils connaissent un petit peu ce qui est à proposer aux enfants selon la tranche d'âge. D'autres villes sont plus embarrassées par le service minimum. À Plaisir, 5 écoles étaient fermées et 11 partiellement en grève. Dans les écoles fermées, la ville n'a pas pu mettre en place de service minimum d'accueil et dans les écoles partiellement fermées, un service minimum a lui été mis en place. Autre exemple, à Guyancourt, 3 écoles ont été fermées, Fromont, Brassens et Dagobert